Tu n'es pas en train d'écouter un contenu. Tu es en train d'être touché à un endroit où d'habitude rien ne passe. Il y a des jours où tu peux avaler 100 vidéos, 100 idées, 100 méthodes. Et pourtant, au fond, ça reste inchangé. Ça fait du bruit, ça te motive 2 heures, puis la vie reprend sa forme, exactement pareil. Et puis il y a ce type de moment, rare, où une phrase ne t'informe pas, elle te déplace. Elle te fait sentir, sans argument, que quelque chose en toi vient d'arrêter de jouer le même rôle. Si tu ressens ça, même très légèrement, ne cherche pas à comprendre trop vite. Le piège, c'est de tout transformer en explication, parce que l'explication rassure. Mais elle arrive toujours après. Ce qui te touche maintenant, c'est avant. Ce que je vais te dire n'a rien d'une promesse magique. C'est plus dérangeant que ça. Parce que si c'est vrai, alors tu n'as jamais été séparé de ce que tu appelais la réalité. Tu as simplement vécu comme si tu étais un corps qui traverse un monde extérieur. Alors qu'en fait, tu es un signal. Et ce monde, c'est la réponse. On te l'a appris à l'envers. On t'a appris à parler au monde, demander, affirmer, espérer, visualiser, convaincre. Comme si la vie était un interlocuteur lointain, comme si tu étais en bas et que l'univers était en haut avec un bouton qui décide. Mais il y a une dernière étape et elle ne ressemble pas à un gain. Elle ressemble à une perte. La perte de l'ancien toi. Celui qui force, celui qui veut des preuves, celui qui cherche le bon mot, la bonne méthode, le bon état parfait, comme si c'était une serrure à crocheter. Cet ancien toi ne tient que par une chose, l'effort. Et c'est précisément ça qui s'effondre quand tu approches du stade final. Parce qu'à un moment, tu ne manifestes plus, tu ne négocies plus, tu ne demandes plus, tu deviens le champ. Et je sais ce que cette phrase peut provoquer. Une partie de toi va dire « c'est beau, mais c'est flou ». Une autre va dire « ça ressemble à une croyance ». Et une autre, la plus discrète, va reconnaître exactement de quoi on parle, parce qu'elle l'a déjà vécu, même une seconde. Tu as déjà eu une seconde où tout était là, sans pression. Une seconde où ta respiration s'est posée, où ton corps a arrêté de se défendre, où ton regard a cessé de chercher une issue. Et d'un coup, sans raison, tu as senti une forme de clarté. Pas une joie excitée, pas une euphorie, une clarté calme, comme si ton système entier se mettait d'accord. C'est ça, la porte. Rien de spectaculaire. Quelque chose cesse. Le moment où tu n'es plus en train de produire un état, mais de cesser d'interférer. Et c'est là que la plupart perdent tout. Ils sentent ce basculement, et immédiatement, ils veulent l'attraper, le retenir, le répéter, le convertir en technique. Alors, ils reviennent dans la tête, ils se regardent être bien, ils vérifient, ils évaluent, et en quelques secondes, l'ancienne boucle reprend le volant. Alors écoute bien, si tu veux aller jusqu'au bout de ce sujet, tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode. Tu as besoin de voir le mécanisme qui t'empêche de rester dans la cohérence, même quand elle est déjà là. Parce que le chant ne répond pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu maintiens. C'est simple, et c'est libérateur. Tu peux prononcer les plus belles phrases du monde, si ton corps est contracté, si ton rythme intérieur est en guerre, si la peur se cache derrière tes mots. C'est elle qui parle, et c'est elle qui revient. À l'inverse, tu peux dire presque rien. Si ton système se stabilise, si ton cœur cesse de serrer, si ta respiration retrouve son espace, le réel te répond comme si tu avais enfin parlé sa langue. Et cette langue, ce n'est ni le français, ni les affirmations. C'est le ton qui traverse tes cellules, le ton qui devient une instruction sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu appelles émotion, ce n'est pas juste un ressenti privé. C'est une signature, une empreinte, une musique intérieure qui informe ton corps et, à travers lui, informe ce qui t'entoure. Tu comprends maintenant pourquoi c'est la dernière étape. Tant que tu te vis comme un petit moi qui tente de changer un grand dehors, tu restes dans la lutte. Et la lutte devient ton signal. Mais quand tu deviens le chant, la lutte ne peut plus être ton identité. Tu ne peux pas être le chant et en même temps le combat contre lui. Tu ne peux pas être la source
et mendier la source. Et pourtant, c'est exactement ce que l'ancien toi fait en permanence. Il mendie sous des formes élégantes. Il appelle ça spiritualité. Il appelle ça travail sur soi. Il appelle ça manifestation. Mais au fond, c'est le même geste. Je ne suis pas assez, donc je dois obtenir. La question qui change tout, c'est celle-ci. Et si tu étais déjà en train d'émettre ce qui revient, pas comme une punition, comme une loi de résonance. Le chant n'est pas moral. Il n'est pas contre toi. Il renvoie ce qui s'impose, comme ton état dominant. Et là, on arrive à quelque chose de très concret. Si tu veux comprendre le stade final, tu dois regarder non pas tes rêves, mais ta base, ton ton de fond, celui qui revient quand personne ne te regarde, celui qui se remet en place le matin, celui que tu appelles « moi ». Parce que ce « moi » n'est pas une essence, c'est un réglage. Et un réglage, ça se modifie. Pas avec des discours, pas avec des slogans, avec un basculement de cohérence. Dans un instant, je vais t'emmener là où la plupart n'osent pas regarder, le point exact où tu perds le champ, juste au moment où tu t'en approches. Et quand tu vas voir ce point, tu comprendras pourquoi tu as eu l'impression de tourner en rond, même en faisant tout bien. Tu n'étais pas en train d'échouer, tu étais en train de t'accrocher à la mauvaise identité. Il y a un mensonge très poli, très moderne, très séduisant, et il détruit la plupart des gens sans bruit. Le mensonge, c'est « si tu penses correctement, tu vas obtenir ». Ça a l'air positif, ça a l'air logique, et ça te met dans un piège parfait. Tu passes ta vie à surveiller ta tête, alors que ce n'est pas ta tête qui commande l'ensemble. Tu peux avoir une pensée lumineuse, avec un corps en alarme. Tu peux croire à l'abondance, avec une poitrine qui se serre. Tu peux répéter « je suis en paix » avec une respiration courte. Dans ce cas, qu'est-ce qui parle vraiment? Pas tes mots, pas tes idées, ton système. Le chant écoute ton système. Il écoute ce qui est stable en toi, pas ce qui est joli. C'est pour ça que certaines personnes ont l'air chanceuses, sans effort. Ce n'est pas qu'elles connaissent un secret mental, c'est qu'elles dégagent une cohérence que le monde reconnaît. Elles ne demandent pas au réel de se plier. Elles deviennent un point d'ordre dans le chaos, et l'ordre attire l'ordre. À l'inverse, tu as peut-être connu ça. Tu fais tout comme il faut. Tu t'appliques, tu t'informes, tu te disciplines. Et pourtant, la réalité résiste. Elle se durcit. Les mêmes scènes reviennent, avec d'autres visages. Comme si le monde te disait non sans raison. Ce n'est pas le monde qui dit non. C'est le chant qui reflète ton réglage de fond. Et ce réglage de fond a un signe, la sensation de porter quelque chose en permanence, même quand tout va bien. Porter une attente, porter un doute, porter un contrôle, porter une vigilance. Tu peux appeler ça prudence ou réalisme, mais le corps, lui, l'enregistre comme une tension. Et cette tension devient une commande silencieuse. Prépare-toi au manque, prépare-toi à l'imprévu, prépare-toi à l'échec, prépare-toi à être déçu. Le chant ne se vexe pas. Il organise selon ce que tu maintiens. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. La réalité n'est pas un événement qui t'arrive. C'est une réponse qui te ressemble. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser. Au contraire, si c'est une réponse, alors tu peux agir au bon endroit. Pas sur les événements, sur la source du signal. Parce que ce qui t'épuise, ce n'est pas la vie. C'est de vouloir corriger les reflets sans changer l'émetteur. Tu vois un miroir, tu n'aimes pas l'image, alors tu frottes le miroir, tu cries sur le miroir, tu négocies avec le miroir. Mais l'image revient. Toujours. Parce que le miroir n'est pas la cause. La cause, c'est ce que tu projettes. Et là encore, le piège est subtil. Tu peux projeter une belle intention, avec une fréquence contradictoire. Une intention, c'est une direction. Une fréquence, c'est une matière. Le chant se cale sur la matière. La matière, c'est la cohérence émotionnelle. C'est pour ça que des gestes qui semblent minuscules ont parfois plus d'impact que de grandes déclarations. Un souffle qui s'allonge, une mâchoire qui se relâche, une poitrine qui s'ouvre, un regard qui cesse de se méfier. Ce sont des changements de signal.
et le chant les lit immédiatement, parce qu'ils sont réels. À ce niveau, le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi vouloir. Le problème, c'est que tu continues à vouloir depuis l'ancien toi. Et l'ancien toi veut toujours depuis la séparation. Il veut pour combler, il veut pour prouver, il veut pour se rassurer, il veut pour réparer. Même quand il parle de spiritualité, il parle comme un manque, et ce manque devient la fréquence dominante. Tu te retrouves alors dans une boucle absurde, tu cherches une réalité différente avec le même ton intérieur. Tu changes les mots, tu changes les vidéos, tu changes les méthodes. Mais tu gardes la même base et la base continue de fabriquer les mêmes scènes. La sortie n'est pas plus de contrôle. La sortie, c'est l'abandon d'un type de contrôle, pas l'abandon de ta vie, l'abandon de la posture qui te coupe du champ. Parce que la posture « moi contre le monde » est une posture de survie. Elle rétrécit, elle contracte, elle rend tout lourd. La posture « je suis le champ » est une posture d'ordre. Elle n'a pas besoin de se battre parce qu'elle ne se pense pas en petit face à grand. Elle se pense en cohérence à l'intérieur du tout. Et si ça te semble abstrait, garde une image simple. La réalité est un amplificateur. Elle amplifie ce que tu maintiens, pas ce que tu espères en surface. Alors la question devient précise. Qu'est-ce que tu maintiens, jour après jour, sous tes mots? Est-ce qu'une tension dit « je dois contrôler » ? Est-ce qu'une inquiétude dit « ça va m'échapper » ? Est-ce qu'une impatience dit « pas assez vite » ? Ou est-ce qu'une stabilité, même légère, dit « je suis en sécurité maintenant » ? Parce que c'est cette phrase silencieuse, celle que ton corps croit, qui donne les ordres. Et voilà la bascule la plus importante. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de demander à la réalité de changer. Tu commences à lire ce qu'elle te révèle. Chaque scène devient une information, pas une condamnation. Chaque répétition devient un indice. Voilà le ton que je diffuse encore. Et au lieu de te battre contre l'indice, tu ajustes. Tu ajustes non pas en jouant un rôle positif, mais en rétablissant la cohérence. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient qu'il faut être bien tout le temps. Ils se forcent, ils se censurent, ils se maquillent. Et le chant, lui, ne lit pas le maquillage. Il lit la vérité. C'est pour ça que l'authenticité est plus puissante que la performance. Une peur reconnue, respirée, traversée, crée plus d'ordre qu'un faux calme. Parce que reconnaître, c'est cesser de fragmenter. Et cesser de fragmenter, c'est entrer dans la cohérence. Dans le prochain mouvement, je vais te montrer pourquoi cette cohérence n'est pas un concept spirituel, mais une mécanique corporelle. Et pourquoi, quand elle s'installe, tu sens littéralement l'ancien toi se dissoudre. Pas comme une mort, comme une libération. Tu n'as pas besoin d'y croire pour que ça marche. C'est ça qui rend le sujet si dérangeant. Parce que ce dont on parle n'est pas une opinion, c'est une relation. Une relation entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que le monde te renvoie à l'extérieur. Et cette relation passe par un endroit que tu as ignoré presque toute ta vie, ton corps. Pas comme une enveloppe, comme un émetteur. On te fait souvent croire que tu ressens les choses après qu'elles arrivent, comme si l'émotion était une conséquence, un commentaire. Mais regarde honnêtement, ton corps réagit avant que tu aies fini de penser. Une phrase te touche et ta poitrine change. Une image te menace et ton ventre se serre. Un silence te soulage et tes épaules descendent. Tout ça arrive avant l'histoire que tu te racontes. C'est pour ça que le chant t'entend, parce que ton système parle en premier. Et dans ce système, il y a une structure qui écoute sans arrêt. Une structure qui ne discute pas, qui n'argumente pas, qui ne fait pas de philosophie. Elle reçoit, elle ajuste, elle transmet. Cette structure, c'est ton ADN. Je ne te demande pas d'en faire un dogme. Prends-le comme une image utile. Ton ADN se comporte comme une antenne. Il reçoit l'information de ton état. Il enregistre le ton et il participe à l'émission de ce ton dans le champ autour de toi. Ce qui rend ça fascinant, c'est que l'ADN n'est pas seulement une liste figée, un texte écrit une fois pour toutes. Il est sensible, il est réactif. Il se règle sur le climat intérieur. Quand tu es dans la peur,
Ton corps se prépare, il contracte, il protège, il réduit. Tout devient plus serré, plus court, plus urgent. Tes muscles, ton souffle, ton cœur, tout prend une forme de survie. Et cette forme n'est pas neutre. Elle devient une signature. Quand tu es apaisé, au contraire, ton système cesse de se défendre. Il s'ouvre, il s'organise, il retrouve un rythme. Et là encore, ce n'est pas juste agréable, c'est un signal. Tu as déjà remarqué comme certaines journées s'alignent sans raison apparente? Tu n'as rien fait de plus. Tu n'as pas eu plus de chance, mais tout est plus fluide. Les échanges sont simples. Les réponses arrivent. Même les imprévus semblent se placer correctement. Ce n'est pas de la magie. C'est une cohérence. Et quand la cohérence est là, elle laisse une trace très particulière, une sensation de clarté, comme si tu étais moins divisé, moins dispersé, comme si tu étais entier. C'est là que le mot champ devient concret. Le champ, ce n'est pas un endroit. C'est un comportement de la réalité face à un signal. Et ton signal ne sort pas d'un discours. Il sort d'une orchestration. Ton cœur bat d'une certaine façon. Ta respiration suit un certain tempo. Ton système nerveux tient une certaine tension. Et ce qu'on appelle « toi » est souvent la somme de ces rythmes. Tu comprends maintenant pourquoi les affirmations échouent souvent. Elles parlent au niveau des mots alors que la réalité répond au niveau du rythme. Tu peux prononcer « je suis libre » avec un corps qui vit l'enfermement. Tu peux dire « je suis en confiance » avec un ventre en alarme. Tu peux dire « j'attire » avec une gorge serrée. Le chant ne répond pas à la phrase. Il répond au corps qui la prononce. C'est pour ça que l'ADN est un point de bascule, parce qu'il est au croisement. Il relie ce que tu appelles intérieur à ce que tu appelles extérieur. Comme si le monde n'était pas séparé de toi, mais en dialogue permanent avec la cohérence de ton système. Et là, une question surgit. Elle est simple, mais elle coupe. Si ton ADN écoute ton ton, alors pourquoi tu te parles comme si ton corps ne t'entendait pas? Pourquoi tu te critiques comme si ça n'émettait rien? Pourquoi tu rumines comme si c'était privé? Pourquoi tu te tends comme si la réalité ne lisait pas cette tension? Ce que tu appelles dialogue intérieur n'est pas intérieur. C'est une émission. Et une émission laisse des empreintes. C'est pour ça que la vie peut te paraître répétitive. Pas parce que tu es maudit, mais parce que ton signal est stable. Stable dans une mauvaise direction. Stable dans l'inquiétude. Stable dans le contrôle. Stable dans le manque. Le chant te renvoie cette stabilité. Encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que la sortie n'est pas d'obtenir une autre scène, mais d'installer un autre ton. La plupart veulent des preuves avant de changer. Mais ici, c'est l'inverse. Tu changes, et le signe apparaît. Et ça, c'est le point où l'ancien toi panique. Parce que l'ancien toi veut comprendre pour se sentir en sécurité. Il veut une garantie. Il veut une certitude. Il veut un signe avant de lâcher la survie. Mais le chant ne fonctionne pas comme ça. Il répond à ce que tu incarnes, pas à ce que tu exiges. Alors le vrai basculement, le stade final, n'a rien à voir avec la perfection. Il a à voir avec une décision intérieure, celle de cesser de se mentir sur son état et de cesser de maintenir une contraction comme identité. Je vais te dire une phrase qui peut te surprendre. Ta peur n'est pas le problème. Le problème, c'est la peur maintenue. Une peur qui passe, qui est vue, qui est respirée, qui est traversée. C'est du mouvement. Le chant peut s'ajuster avec ça, parce que ça ne devient pas une base. Mais une peur que tu caches, que tu justifies, que tu nourris en silence, devient une fréquence de fond. Et cette fréquence de fond devient ton monde. C'est pour ça que l'authenticité est une mécanique, pas une morale. Quand tu dis « voilà ce que je ressens », sans te condamner, tu fais quelque chose d'immense. Tu réunifies le système. Tu arrêtes de te scinder en deux, celui qui vit et celui qui juge. Et cette réunification, c'est déjà de la cohérence. Et quand la cohérence arrive, tu sens un phénomène étrange. Quelque chose s'efface. Comme si tu avais passé ta vie à tenir une posture et que, d'un coup, la posture lâchait. C'est l'ancien toi qui se fissure. Et tu pourrais croire que c'est dangereux parce qu'on t'a appris à confondre contrôle et sécurité.
Mais dans la cohérence, tu découvres une sécurité plus ancienne, celle d'être accordé. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être stable. Tu as besoin d'être stable pour que tout se replace. C'est exactement pour ça que la dernière étape n'est pas plus de technique. C'est moins d'interférences. Et maintenant, je veux te donner quelque chose qui va te permettre de te reconnaître immédiatement. Pas une théorie, un repère, un signe qui ne dépend pas d'un événement extérieur. Parce que le chant ne te donne pas toujours des feux d'artifice. Il te donne d'abord un changement de gravité intérieure. Et si tu as déjà ressenti ce changement, même une seule fois, tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais été loin. Tu étais juste mal orienté. Il y a des gens qui attendent des miracles, et c'est précisément pour ça qu'ils passent à côté. Parce que la preuve la plus fiable n'arrive pas sous forme de spectacle. Elle arrive comme une bascule intérieure, discrète, mais impossible à imiter. Je vais te donner 3 preuves. Pas pour te convaincre, pour te faire reconnaître. Et si tu te reconnais, tu comprendras pourquoi ce sujet te retient. Il ne t'apprend pas quelque chose de nouveau. Il réactive quelque chose de très ancien. Première preuve, le silence qui n'est pas vide. Tu as déjà vécu un silence qui ne ressemble pas à l'absence, mais à une présence. Un silence qui n'endort pas, qui n'éteint pas, qui n'isole pas. Un silence qui rend tout plus net. Dans ce silence, tu ne penses pas moins par effort. Tu penses moins parce que le besoin de commenter tombe. Comme si ton système cessait, enfin, de se protéger par le bruit. Et ce qui est étrange, c'est que ce silence ne donne pas forcément de joie. Il donne plutôt une gravité douce, une sobriété, une sensation de vérité, comme si tu avais arrêté de te raconter des histoires. C'est une preuve parce que ce silence-là n'est pas seulement psychologique. Il est physiologique. Il correspond à une cohérence. Et quand la cohérence s'installe, le chant devient plus lisible. Deuxième preuve, le bon moment devient étrange. Je ne parle pas de chance. Je parle d'un phénomène que tu as peut-être déjà remarqué. Des choses s'alignent au moment exact où tu ne forces plus. Tu cherches, tu pousses, tu insistes, rien. Puis tu lâches. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu cesses de contracter. Et là, une porte s'ouvre. Une réponse arrive. Une rencontre se fait. Une idée tombe entière. Comme si la réalité attendait que tu arrêtes de la serrer. Ce n'est pas le monde qui joue. C'est ton signal qui a changé. Et quand ton signal change, tu entres dans un autre rythme. Dans ce rythme, le bon moment ne ressemble plus à une lutte. Il ressemble à une conversation. Tu as l'impression que la vie écoute. Et tu as raison. Elle écoute. Mais elle n'écoute pas tes phrases. Elle écoute ton état. Troisième preuve. L'ancien drame perd son goût. Celle-là, beaucoup la confondent avec de la fatigue ou du détachement. Mais ce n'est pas ça. C'est plus précis. Tu peux être au milieu d'une scène qui, avant, t'aurait aspiré. Un conflit, une attente, une injustice, un manque. Et tu sens que ça n'accroche plus de la même façon. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu vois le mécanisme. Tu vois le jeu, et tu refuses de lui donner ton énergie comme avant. L'ancien toi aurait réagi, se serait expliqué, aurait voulu gagner, aurait voulu prouver qu'il a raison. Le nouveau mouvement en toi, regarde, respire, et ne rentre pas dans la spirale. Et ça, c'est une preuve immense, parce que la réalité de la plupart des gens est fabriquée par leurs réactions. Ils pensent que ce sont les événements qui créent leur vie, alors qu'en fait, ce sont les réponses automatiques. Quand tu cesses d'alimenter une réaction, tu cesses d'alimenter une ligne de réalité. Et le chant, lui, reçoit ça comme une instruction. Ce scénario n'est plus mon identité. Voilà pourquoi, parfois, tu as l'impression que tout change sans effort spectaculaire. Tu as simplement arrêté de soutenir l'ancien. Mais attention, c'est ici que beaucoup cassent tout. Dès qu'ils reconnaissent ces preuves, ils veulent les transformer en possession, les garder, les provoquer. Et ce désir de provoquer, c'est déjà un retour dans l'ancien moi, celui qui manque, celui qui contrôle, celui qui ne fait pas confiance. Le stade final n'est pas un état que tu attrapes, c'est une posture que tu ne trahis plus.
Et la posture est simple, tu ne cours plus après le champ, parce que tu comprends que c'est toi qui le stabilise. C'est pour ça que la question n'est pas « comment obtenir plus de signes ?» La question est « qu'est-ce qui, en moi, brouille encore le signal ?» Parce qu'il y a un brouilleur principal, un seul, et il se cache derrière des mots très nobles. La quête, le besoin de comprendre, le besoin de bien faire. Ce brouilleur, c'est la preuve, le besoin de preuve, le besoin de sentir que tu as raison avant de lâcher la survie. Et dans le prochain mouvement, je vais te montrer pourquoi ce besoin t'empêche de rester dans la cohérence. Et comment le retourner. Pas par une discipline, pas par une morale, mais par un réglage très concret, très rapide, qui change ton rapport au réel. Parce qu'à ce niveau, une seconde de cohérence vaut plus qu'une heure de volonté. Et tu vas le sentir. Pas comme une idée, comme un basculement de gravité. Il y a une sensation que presque personne n'ose nommer, parce qu'elle fait peur au mental, celle de ne plus être porté par ce qui te portait. Tu as peut-être vécu ça récemment. Tu te lèves, tu fais ce que tu fais d'habitude. Et pourtant, quelque chose ne prend plus. Les anciennes obsessions perdent leur carburant. Les anciennes peurs ne mordent plus aussi fort. Mais à la place, il y a un vide étrange. Pas un vide triste, un vide sérieux. Comme si ton système disait « je ne peux plus retourner là-bas ». La plupart interprètent ça comme une baisse d'énergie, une perte de motivation, un passage à vide. Alors, ils cherchent à se réparer, à se relancer, à se reprogrammer, à se forcer à redevenir quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément une chute, c'est parfois une mue. Et une mue ressemble à une perte, parce que tu perds l'identité qui tenait tout, l'identité qui contrôle, celle qui vérifie, celle qui anticipe, celle qui se protège en surveillant le futur. Le stade final commence souvent comme ça. Tu ne peux plus mentir à ton corps. Avant, tu pouvais compenser, t'exciter avec des projets, te distraire avec des idées, te rassurer avec des plans. Tu pouvais même spiritualiser tes tensions, leur donner des mots élégants. Mais à un moment, ça ne marche plus. Le corps refuse. Il ne suit plus le théâtre. Et le mental panique, parce que le mental confond contrôle et survie. Alors, il te murmure. Si tu lâches, tu vas te perdre. Si tu arrêtes de chercher, tu vas manquer. Si tu ne surveilles pas, tout va s'écrouler. Mais écoute bien, ce qui s'écroule, c'est justement ce qui t'empêchait de devenir cohérent. Parce que l'ancien toi est construit sur une séparation. Il se sent petit face à un monde grand. Il se sent en retard face à un destin. Il se sent fragile face à la vie. Alors il compense. Il veut comprendre, maîtriser, prévoir, optimiser. Même quand il fait semblant d'être serein, il tient encore une tension dans la poitrine. Il tient encore une résistance. Et cette résistance, le chant la lit comme une instruction. Continue le combat. Tu te retrouves alors dans des boucles où tu fais tout correctement, mais rien n'est stable. Un jour, tu te sens aligné. Le lendemain, tu replonges. Une semaine, tu as des signes, puis plus rien. Tu te dis « je perds le truc », comme si tu avais attrapé une fréquence et qu'elle t'échappait. Ce n'est pas la fréquence qui t'échappe, c'est ton besoin de la posséder qui la casse. C'est ça l'ironie. Dès que tu veux une preuve, tu réintroduis l'ancien toi. Et dès que l'ancien toi revient, la cohérence se fragmente. Parce que le besoin de preuve est une contraction, une main qui se crispe. Tu peux le sentir, là, tout de suite, rien qu'en y pensant. Le besoin de preuve est une sensation dans le corps, une tension, une impatience, une vigilance. Et le chant répond à cette sensation, pas à ta volonté de bien faire. C'est pour ça que la dernière étape n'est pas une montée, c'est une dépose. Tu déposes la posture du mendiant subtil. Tu déposes la posture de celui qui attend que la réalité lui prouve qu'il a raison d'être en paix. Tu déposes la posture de celui qui veut se sentir sûr avant de s'ouvrir. Et je sais ce que ça déclenche. Une partie de toi va demander « D'accord, mais comment je fais pour ne pas retomber ?» La réponse n'est pas de lutter contre la retombée. Parce que lutter, c'est encore l'ancien toi. La réponse, c'est de reconnaître le point exact où l'ancien toi se réinstalle. Et ce point est presque toujours le même.
Il arrive juste après une petite ouverture. Tu as un moment de clarté et tu veux l'expliquer. Tu as un moment de paix et tu veux t'assurer qu'il va durer. Tu as un signe et tu veux un deuxième signe pour confirmer le premier. C'est là que tu perds le champ. Pas parce que tu as mal fait, mais parce que tu es revenu dans l'ancienne logique. Je dois sécuriser. Et cette logique a un coût. Elle remet ton système nerveux en surveillance. Elle relance la tension. Elle remet la séparation entre toi et la réalité. Le champ n'est pas loin. Il ne disparaît pas. Il se brouille simplement parce que ton signal se brouille. Alors ce bloc est important. Si tu as l'impression que ton ancien toi s'effondre, ne panique pas. Ne cours pas pour reconstruire la même armure avec de nouveaux mots. L'effondrement est souvent la porte. Mais il faut une précision. Tu dois apprendre à reconnaître la différence entre « je lâche » et « je fuis ». Lâcher, c'est rester présent sans serrer. Fuir, c'est se dissocier, se couper, se distraire. Le champ s'ouvre au lâcher. Il se ferme à la fuite. Et dans le prochain mouvement, je vais te donner un réglage très simple. Pas un rituel, pas un exercice qui te prend 1 heure. Un réglage que tu peux utiliser au milieu d'une journée normale, au milieu d'une émotion normale, pour empêcher l'ancien toi de reprendre la main. Pas pour devenir parfait, pour devenir cohérent. Parce que c'est la cohérence qui est magnétique. Et c'est la cohérence qui fait basculer la réalité, sans effort visible. Tu n'as pas besoin d'un grand moment. Tu as besoin d'un petit réglage, répété, au bon endroit. La plupart des gens attendent que la vie devienne calme pour devenir cohérent. Ils se disent « quand j'aurai moins de stress, je serai stable. Quand ça ira mieux, je respirerai. Quand j'aurai une preuve, je lâcherai. » Mais c'est exactement l'inverse. C'est quand tu deviens stable que le monde se réorganise. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as cessé de lui envoyer une contradiction. Alors je vais te donner une mécanique simple. Elle tient en quelques mouvements intérieurs. Et ce qui la rend puissante, c'est qu'elle ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de ta sincérité. D'abord, tu nommes ton état, sans histoire. Pas « je suis comme ça », pas « c'est parce que », pas « j'ai toujours ». Juste la vérité nue. Là, je suis tendu. Là, j'ai peur. Là, je veux contrôler. Là, je suis impatient. Tu pourrais croire que c'est banal, mais c'est le point où tu cesses de te fragmenter. Tant que tu refuses de voir ton état, une partie de toi le vit, une autre le cache, une autre le justifie. Et cette division est un bruit énorme. Nommer, c'est réunifier. Ensuite, tu changes le rythme, pas la pensée. Tu n'essaies pas de te convaincre. Tu n'essaies pas d'être positif. Tu n'essaies pas d'effacer l'émotion. Tu changes le rythme de ton système, légèrement, comme si tu baissais un volume trop fort. Le signe que tu fais bien, ce n'est pas une euphorie. C'est un relâchement microscopique. La mâchoire qui se desserre, la gorge qui s'ouvre, la poitrine qui respire plus large. Même 1 millimètre. Ce millimètre est une instruction au chant. Parce que ce millimètre dit « je ne suis plus en alarme ». Puis tu choisis un ton et tu le tiens quelques secondes. Pas un ton dramatique. Un ton simple, le plus accessible. Ça peut être la gratitude, mais pas la gratitude forcée. Une gratitude minimale, presque neutre. Je suis vivant. Je suis là. J'ai de l'air. J'ai une chance de choisir. Ça peut être une confiance minimale. Je n'ai pas besoin de tout savoir maintenant. Ça peut être une stabilité. Je reste ici, sans me disperser. Le chant n'a pas besoin que tu sois haut. Il a besoin que tu sois cohérent. Et là, beaucoup découvrent quelque chose d'inattendu. La cohérence n'est pas un état rare. C'est une fidélité. Une fidélité à un ton que tu choisis, même quand tu pourrais repartir dans le réflexe. Enfin, et c'est le point le plus dur, tu arrêtes de guetter la récompense. C'est ici que la plupart sabotent tout. Ils font un réglage, puis ils regardent immédiatement dehors. Alors, ça marche? Ils se scrutent. Est-ce que je le sens? Est-ce que ça a changé? Ils attendent une preuve, et cette attente recrée la contraction. C'est pour ça que je te le dis, la preuve n'est pas la première chose à chercher. Elle vient comme un écho, pas comme un trophée. Tu fais le réglage,
Tu continues ta journée et tu observes autrement. Pas avec obsession, avec précision. Et souvent, le champ répond d'abord par des micro-déplacements, un message qui arrive au bon moment, une conversation plus douce, une solution qui te traverse, un retard qui se transforme en opportunité. Rien de spectaculaire, mais une sensation claire. La réalité cesse d'être dure. Tu commences à sentir que le monde n'est pas contre toi. Il était juste accordé à ta tension. Et là, un basculement plus profond peut arriver. Tu vois que ton problème n'était pas l'événement. C'était la posture avec laquelle tu le traversais. C'est pour ça que ce réglage est la passerelle vers le stade final. Parce qu'à force de répéter ce simple mécanisme, l'ancien toi perd son carburant. Il ne peut plus revenir par la même porte. Tu ne lui donnes plus la contraction comme identité. Tu ne cherches plus à être quelqu'un de spirituel. Tu deviens quelqu'un de cohérent. Et la cohérence, avec le temps, devient ton nouveau normal. Tu te surprends à rester stable au milieu d'un imprévu. Tu te surprends à ne pas réagir comme avant. Tu te surprends à choisir le ton plutôt que le drame. C'est là que la réalité change, comme par hasard. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une loi. Le champ se cale sur ce que tu maintiens. Dans le prochain mouvement, je vais te montrer ce que le champ réorganise quand cette cohérence devient ton identité. Pourquoi certaines personnes disparaissent? Pourquoi d'autres apparaissent? Pourquoi le timing se recale? Pourquoi l'intuition devient nette? Et surtout, comment ne pas confondre cette reconfiguration avec une perte? Parce que le champ, quand tu deviens stable, ne te donne pas seulement des cadeaux. Il te retire aussi ce qui ne résonne plus. Et c'est exactement là que tu vas reconnaître que tu as vraiment changé de stade. Quand ton ton change vraiment, la réalité ne réagit pas comme une récompense. Elle réagit comme une réorganisation. Et c'est pour ça que beaucoup paniquent au moment précis où ça commence à fonctionner. Parce qu'ils attendaient des gains évidents, des signes confortables, des confirmations agréables. Et à la place, ils voient d'abord des choses se déplacer, des relations se refroidir, des habitudes perdre leur saveur, des portes se fermer sans drame, mais sans discussion non plus. Ils appellent ça perte, alors que c'est souvent un tri. Le champ ne négocie pas avec ta cohérence. Il s'aligne. Et quand tu deviens un signal plus stable, ce qui te correspondait avant, au niveau de la tension, du manque, du conflit, de l'attente, cesse naturellement de trouver prise. Non pas parce que tu es au-dessus, parce que tu n'émettras plus la même demande. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Beaucoup de ce que tu croyais extérieur était en réalité un écho de tes réglages anciens. Tu ne rencontrais pas certaines énergies par hasard. Tu étais réglé sur elles. Quand tu vis en vigilance, tu attires des scènes qui justifient la vigilance. Quand tu vis en méfiance, tu rencontres des comportements qui nourrissent la méfiance. Quand tu vis en manque, tu retrouves des situations qui te rappellent le manque, même si elles sont déguisées. Et inversement, quand tu maintiens un ton plus cohérent, tu sens apparaître un autre type de monde. Pas un monde parfait, un monde moins conflictuel. La première reconfiguration touche presque toujours les relations. Pas forcément parce que tu coupes tout, mais parce que ton système cesse de jouer son rôle habituel. Tu ne réagis plus pareil. Tu ne donnes plus le même carburant. Tu ne cours plus après la validation. Tu ne te justifies plus avec la même urgence. Et ce changement met en lumière quelque chose de simple. Certaines relations tenaient uniquement parce que tu étais contracté. Quand tu te détends, elles n'ont plus de prise. Quand tu te respectes, elles doivent se transformer ou s'éloigner. Tu vois aussi apparaître l'inverse, des personnes qui te parlent autrement, sans que tu aies fait quelque chose. Des échanges plus fluides, des rencontres plus justes, comme si la vie te mettait face à des miroirs plus propres. Ce n'est pas que le monde a changé d'un coup, c'est que ton signal a cessé d'appeler le même type de réponse. La deuxième reconfiguration concerne le bon moment. Tu commences à sentir une différence entre forcer et agir. Forcer, c'est agir avec une contraction, comme si tu devais arracher la réalité. Agir, c'est bouger depuis un ton stable, comme si tu étais déjà en accord. Et cette différence change tout. Parce que dans le champ, la force n'est pas ce qui crée. La cohérence crée.
Tu peux faire 10 actions en contraction et t'épuiser. Tu peux faire une action depuis un ton clair et déclencher une chaîne. Tu as peut-être déjà vécu ce paradoxe. Tu t'acharnes pendant des semaines, puis un jour, presque sans effort, la solution arrive. Comme si la vie attendait que tu arrêtes de serrer. Ce n'est pas la vie qui attend. C'est toi qui reviens au bon rythme. À ce stade, l'intuition devient plus nette, mais pas comme une voix spectaculaire, comme une évidence corporelle. Tu sens un oui comme une ouverture. Tu sens un non comme une contraction. Et tu comprends que le chant ne te guide pas par des panneaux, mais par ta cohérence. Quand tu es cohérent, tu lis le monde. Quand tu es fragmenté, tu interprètes tout avec peur. C'est pour ça que certaines synchronicités apparaissent, pas pour te divertir, mais pour confirmer que le dialogue est rétabli. Un mot que tu entends plusieurs fois, une idée qui revient avec insistance, un message qui tombe au moment exact où tu allais douter, un détour qui te sauve d'un mauvais timing. Ce n'est pas mystique dans le sens naïf. C'est la conséquence d'un signal plus clair. Quand tu émets moins de bruit, tu perçois mieux. Et puis il y a la troisième reconfiguration, la plus difficile à accepter. Le chant retire la fausse sécurité. Tu peux perdre des repères. Tu peux perdre l'envie de certaines choses. Tu peux même perdre une identité sociale, parce que le chant ne soutient pas ce qui repose sur une contradiction intérieure. Si tu dis « je veux la paix », mais que tu te nourris de drames, le chant va te le montrer. Si tu dis « je veux l'amour », mais que tu vibres la méfiance, le chant va te le renvoyer. Si tu dis « je veux l'abondance », mais que tu maintiens une contraction de manque, le chant va te confronter à cette contraction. Ça ressemble à une crise, mais c'est une clarification. Et si tu tiens la cohérence pendant cette phase, quelque chose de très profond se produit. Tu arrêtes de vivre les changements comme des coups du sort. Tu les vis comme des ajustements. Tu te sens moins victime des événements parce que tu comprends le langage. Tu comprends que la réalité ne te fait pas des choses. Elle te montre ce que tu maintiens. Et plus tu deviens cohérent, plus ce feedback est rapide, presque immédiat. Une journée de tension et tu sens la vie se durcir. Une journée de stabilité et tu sens des portes s'ouvrir. Pas forcément en grand, mais en précision. Et là, tu touches une vérité que peu de gens acceptent. Tu n'as pas besoin de contrôler la vie pour qu'elle s'organise. Tu as besoin d'être un point d'ordre. C'est exactement ce que signifie devenir le chant. Pas devenir tout-puissant, devenir transparent à une cohérence plus grande. Mais il reste une étape. Parce que même si tu comprends tout ça, il y a un dernier piège, et il est subtil. Tu peux utiliser cette connaissance pour renforcer l'ancien toi. Tu peux commencer à jouer la cohérence. Tu peux vouloir être parfait. Tu peux juger chaque baisse de ton comme un échec. Et là, tu retombes dans le contrôle, mais déguisé. Alors le dernier mouvement, le vrai, n'est pas de réussir à être stable tout le temps. C'est d'arrêter de confondre stabilité et rigidité. C'est d'apprendre à rester cohérent même quand une émotion traverse. C'est là qu'on arrive à la fin du chemin, quand tu n'as plus besoin de signes, parce que tu es devenu le signe. Il y a un moment où la recherche se fatigue, pas parce que tu as abandonné, parce que tu as compris. Compris que courir après des confirmations, c'est encore vivre comme un moi, séparé. Comme si tu devais mériter, prouver, obtenir un feu vert extérieur. Mais le chant n'émet pas des autorisations. Il reflète un état. Et le stade final, c'est quand tu arrêtes de demander au monde de te rassurer et que tu deviens la source du ton. Ça ne veut pas dire que tu ne doutes plus jamais. Ça ne veut pas dire que tu ne ressens plus jamais de peur. Ça veut dire que ces vagues ne décident plus de ton identité. Avant, une émotion te prenait, et tu devenais cette émotion. Un stress arrivait, et tu devenais le stress. Un manque apparaissait, et tu devenais le manque. Au stade final, c'est différent. Tu observes la vague, et tu restes l'océan. Pas de manière poétique, de manière pratique. Tu ne changes pas ton ton de fond dès que le vent tourne. Tu peux sentir une peur sans la maintenir. Tu peux sentir une colère sans construire une vie autour. Tu peux sentir une tristesse sans en faire une prison. Et ce détail est crucial.
Le champ répond à ce que tu maintiens, pas à ce qui traverse. Tu deviens donc libre non pas en effaçant tes émotions, mais en cessant de les utiliser comme identité. Et c'est là que tout devient paradoxalement simple. Tu n'as plus besoin d'astuces sophistiquées, parce que tu as compris où se trouve le levier, dans ta cohérence. Tu n'as plus besoin de te convaincre, parce que tu as compris que le corps ne se convainc pas. Il se règle. Tu n'as plus besoin de te surveiller avec obsession, parce que tu as compris que la surveillance est une tension. Tu apprends quelque chose de plus fin. Tu apprends à te réaccorder rapidement, sans drame. Et plus tu fais ça, plus un phénomène naturel s'installe. La paix cesse d'être un moment. Elle devient un climat. Un climat ne dépend pas d'un événement. Il dépend d'une constance. C'est pour ça que devenir le champ n'est pas une illumination spectaculaire. C'est une stabilisation. Tu stabilises un ton intérieur qui dit « Je ne suis plus en lutte ». Et le champ, fidèle à sa loi, répond « La réalité cesse d'être une lutte ». Tu commences à remarquer des signes, oui, mais ils ne te rendent plus dépendant. Ils deviennent des reflets normaux, comme un miroir qui fonctionne enfin. Tu ne te dis plus « Ça y est, j'ai eu un signe, je suis sauvé ». Tu te dis « D'accord, mon ton est clair, le reflet est clair ». Et quand le reflet est moins clair, tu ne paniques plus. Tu ajustes, tu reviens, tu te réunifies. Voilà la vraie maîtrise. Pas l'euphorie, pas le contrôle, pas la perfection. La capacité à revenir. Revenir à ton corps. Revenir à ta respiration. Revenir à ta vérité. Revenir à un ton cohérent. Et je veux finir sur quelque chose de très simple, parce que c'est souvent le simple qui est le plus puissant. Tu n'as pas à convaincre la réalité. Tu n'as pas à la forcer. Tu n'as pas à la supplier. Tu as à te rendre cohérent. Parce que la cohérence est une autorité silencieuse. Une autorité qui ne crie pas, qui ne prouve pas, qui n'attend pas. Elle tient. Et le champ, face à quelque chose qui tient, s'aligne. Alors si tu veux emporter ça avec toi, pas comme une idée mais comme un repère, garde une seule phrase. Pas une affirmation magique. Une phrase de posture. Je ne cherche plus le signe. Je deviens le champ. Et si tu l'entends vraiment, tu comprendras pourquoi ce sujet te poursuit. Ce n'est pas une nouvelle croyance. C'est un souvenir. Un souvenir de ce que tu étais avant de te contracter pour survivre. Et le jour où tu arrêtes d'interférer, le champ arrête de résister. Ce jour-là, tu ne manifestes plus. Tu rayonnes, tu ne demandes plus, tu t'accordes. Tu ne poursuis plus la source. Tu te rappelles que tu l'as toujours été.